L'amphi n'est pas trop grand, ça devrait passer. Alors évidemment, je remercie les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de participer à ce colloque et d'intervenir devant cette éminente assemblée de constitutionnalistes venus du continent africain et d'ailleurs. C'est pour moi vraiment un plaisir de me trouver parmi vous et un honneur de prononcer ces propos introductifs sur l'internationalisation des constitutions africaines. Mais ces propos seront ceux d'une internationaliste et non pas d'une constitutionnaliste. Mais par contre, il me semble que ce sera l'occasion de montrer les liens justement entre ces deux disciplines, entre le droit constitutionnel et le droit international. L'internationalisation invite évidemment à s'interroger sur les liens entre les constitutions et le droit international. Est-ce que les constitutions abordent la question des rapports entre normes internationales et normes constitutionnelles? Est-ce que le droit international peut influencer le contenu des constitutions ou même la forme des constitutions? Ce sont des questions auxquelles on va essayer de répondre dans le temps qui m'est imparti. Alors il faut évidemment que je surveille parce que j'ai tendance à déborder, et comme nous avons déjà pris un peu de retard, ce serait dommage. Mais l'internationalisation est aussi finalement un mouvement réciproque, c'est-à-dire qu'il y a aussi une influence du droit constitutionnel sur le droit international et parfois on utilise l'expression de constitutionnalisation du droit international. Alors cette partie de l'internationalisation, je ne l'aborderai pas dans ces propos et je m'intéresserai essentiellement au mouvement, on va dire, si je peux me permettre, descendant, c'est-à-dire du droit international vers le droit constitutionnel. L'internationalisation, c'est à la fois deux choses, enfin c'est d'après moi deux choses. C'est tout d'abord l'impact du droit international sur l'équilibre des pouvoirs, qui est mis en place par une constitution, mais c'est aussi l'influence des normes internationales sur les normes constitutionnelles, donc sur le contenu des constitutions. En ce qui concerne l'impact du droit international sur l'équilibre des pouvoirs, en fait c'est le pouvoir exécutif qui est grand gagnant. Le pouvoir exécutif peut plus facilement et de manière beaucoup plus fréquente engager l'État selon différentes formes d'engagement internationaux. Le grand perdant, je dirais, pour faire le parallèle, c'est le pouvoir législatif. Le Parlement perd de son importance, à la fois parce que les traités internationaux portent sur le domaine de la loi, et parce que la primauté des traités sur la loi est de plus en plus mise en œuvre. Et enfin, le juge trouve son rôle particulièrement bouleversé parce qu'il doit à la fois contrôler le pouvoir exécutif pour garantir le respect de la démocratie, donc contrôler le pouvoir exécutif dans son action extérieure, et parce qu'il doit garantir le respect du principe de primauté des traités sur la loi en contrôlant la conventionnalité des lois. Et donc le juge se trouve véritablement au milieu pour garantir la coexistence des différents ordres juridiques, les ordres juridiques ou l'ordre juridique international et l'ordre juridique constitutionnel. Alors je n'approfondirai pas ces aspects d'influence donc du droit international sur l'équilibre des pouvoirs constitutionnels, mais plutôt l'influence des normes sur le contenu des normes constitutionnelles. Il y a deux éléments très connus de cette internationalisation. Ce sont les rapports entre droit international et droit interne, donc justement toutes les dispositions constitutionnelles qui portent sur la primauté des traités sur les lois, par exemple, et la reconnaissance des droits de l'homme. Là aussi, c'est une influence des normes internationales, des textes internationaux sur les textes constitutionnels. Il y a donc, par l'internationalisation, harmonisation des dispositions constitutionnelles sur ces deux points. Et il y a une troisième manifestation de l'internationalisation qui est liée à ces deux points, c'est le rôle de la justice constitutionnelle, qui est là à la fois pour contrôler la constitutionnalité des traités et pour garantir le respect des droits de l'homme. Mais l'internationalisation a aussi des éléments moins connus, comme par exemple le rôle du Parlement dans la procédure de ratification des traités ou l'envoi des troupes armées à l'étranger. Et là, on constate que dans certaines constitutions plus récentes, eh bien, ce rôle du Parlement est pris en compte, c'est-à-dire on prévoit que le Parlement doit autoriser l'envoi de troupes à l'étranger. En mettant donc ça à part, si vous voulez, par rapport à la déclaration de guerre qui a été traditionnellement prévue dans les constitutions. D'autres éléments moins connus concernent par exemple la protection des droits des minorités. C'est aussi une influence des normes internationales
qui fait que les constitutions ont de plus en plus de dispositions concernant les droits des minorités, et qui prévoit par exemple dans les pays d'Europe centrale et orientale le fait de réserver un certain nombre de sièges au Parlement aux représentants de telle ou telle minorité politique ou culturelle. Donc tout ça, ce sont les manifestations de l'internationalisation. Mais en réalité, dans ces propos introductifs, je voudrais m'intéresser plutôt au concept d'internationalisation. L'internationalisation, c'est l'idée d'expansion, de diffusion d'un certain modèle, et notamment, ici, ce qui nous intéresse, d'un modèle de gouvernement. Il y a une différence entre les constitutionnalistes, qui voient l'internationalisation plutôt comme une remise en cause du constitutionnalisme. Porte atteinte à la souveraineté de l'État, porte atteinte à la notion de constitution comme norme suprême d'un État. Et de l'autre côté, les internationalistes, qui voient l'internationalisation plutôt comme un concept dynamique, moteur d'ouverture et de progrès réciproque pour le droit international et pour le droit constitutionnel. Et c'est en fait les années 1990 qui vont voir l'apparition formelle de l'internationalisation, puisque c'est une période d'écriture ou de réécriture de très nombreuses constitutions, aussi bien sur le continent européen que sur le continent africain, et même, on pourrait ajouter cette période des années 90, dans la construction communautaire, où les États membres de l'Union européenne ont aussi révisé leur constitution pour adapter aux nouveaux traités communautaires. Les années 90 voient aussi le développement du néo-constitutionnalisme, qui consiste à considérer que l'ordre juridique contemporain a subi des bouleversements importants, notamment en raison de l'insertion de catalogues de droits fondamentaux dans les constitutions. Et on devrait donc, le néo-constitutionnalisme considère qu'il y a des valeurs et que la Constitution est une prolongation, un prolongement de ces valeurs. On peut appliquer ça à l'internationalisation, puisqu'on retrouve l'idée de diffusion de valeurs, notamment état de droit, démocratie et protection des droits de l'homme. Est-ce que la formule internationalisation des constitutions africaines a un sens particulier? Eh bien, il me semble que oui, en ce qui concerne le processus d'internationalisation, qui n'est pas tout à fait identique à ce que l'on peut, ou on a pu observer à la fois sur le continent européen ou ailleurs dans le monde. Et la réponse est aussi négative en ce qui concerne les conséquences de l'internationalisation, qui me semblent identiques, même si, comme vous le verrez, pour l'instant, il me semble que ce sont des hypothèses que je vais émettre devant vous. Donc deux questions auxquelles je voudrais répondre. Première question, comment se déroule le processus d'internationalisation pour les constitutions africaines? Et deuxième question, quelles sont les conséquences, à la fois pour le droit constitutionnel et pour le droit international? Alors, les constitutions africaines dans le processus d'internationalisation. Le processus d'internationalisation est considéré comme un processus, peut être considéré comme un processus d'écriture de la Constitution sous l'influence du droit international et de la communauté internationale. Ça s'applique essentiellement, ça s'est appliqué au départ essentiellement dans des États en transition démocratique, qui essayaient de mener leur transition démocratique. Plusieurs exemples que je vais rappeler assez rapidement. On pourrait dire à grande échelle, c'est au niveau du Conseil de l'Europe. À partir de 1989-1990, le Conseil de l'Europe s'est tourné vers les pays d'Europe centrale et orientale et a mis en place des institutions pour aider ces États à rédiger leur constitution. C'est la Commission de Venise, Commission de la démocratie par le droit, où on a véritablement une écriture de la constitution des États par un organisme international. Ensuite, le processus d'adoption de la Constitution est de nouveau internalisé, si l'on peut dire, c'est-à-dire qu'il y a adoption par le peuple de ces États, mais l'écriture est tout de même faite par un organe international. Ce que j'appelle, autre exemple, et moi j'appelle ça un cas extrême d'internationalisation, c'est le cas de la Bosnie-Herzégovine, parce que la Constitution est dans un traité international. Pas d'autre exemple, éventuellement le Kosovo, où on a aussi le cadre constitutionnel de 2001 qui est rédigé par un organe international. Et l'exemple que je voudrais développer ici, c'est celui du Cambodge. Toujours pour vous montrer que c'est une certaine manière, un certain processus d'internationalisation qui est assez différent de celui qui se retrouve en Afrique. Au Cambodge, ce sont les accords de Paris de 1991 qui ont énoncé les principes devant se retrouver dans la Constitution. Ces principes sont, je vous donne quelques-uns, la Constitution est la loi suprême et doit prévoir une procédure de révision particulière. L'État du Cambodge est un État neutre,
doit être une démocratie libérale fondée sur le pluralisme. La constitution du Cambodge doit contenir une déclaration des droits et la justice doit être indépendante et garantir la réalisation de ces droits. Voici les principes contenus dans un traité international devant être repris par le Cambodge lui-même. Et c'est la résolution 840 du Conseil de sécurité qui avalise l'élection de l'Assemblée nationale constituante du Cambodge, qui, elle, adoptera la constitution du Cambodge en 1993. Alors le processus est différent en Afrique, parce qu'on peut distinguer plusieurs étapes. Première étape, tout de suite après les indépendances, où là l'écriture de la constitution est un petit peu particulière. On a même parlé à ce sujet-là de pèlerins constitutionnels, c'est-à-dire que certaines personnalités vont aider les dirigeants africains à rédiger leur constitution. Il me semble un point un peu particulier. La deuxième vague de rédaction des constitutions, dans les années 90, là elle s'insère dans ce processus d'internationalisation. Mais il est différent parce qu'en fait les constitutions africaines vont faire référence à des principes internationaux contenus dans des traités internationaux. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme ou le Pacte international des droits civils et politiques, ou encore, évidemment, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc on fait référence à ces textes. Il y a une sorte de profession de foi dans le préambule, mais aussi dans le reste de la Constitution, vis-à-vis de ces principes énoncés dans des textes internationaux. Et la référence à ces textes se combine avec l'adoption sur le continent africain de textes énonçant des principes constitutionnels communs. Alors je prendrai juste un exemple, l'exemple de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, qui s'est tenue en 2004 et qui a adopté la déclaration sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Et dans cette déclaration, eh bien, on énonce les principes constitutionnels communs, qui sont la séparation des pouvoirs, des élections libres et régulières, la décentralisation du pouvoir à tous les niveaux de gouvernement, l'élimination de la discrimination, la liberté d'association, de réunion, d'expression, et, je tiens à le souligner, la parité homme-femme. A priori, on n'a pas tout à fait respecté cette parité aujourd'hui dans ce collège. Alors, voilà un des exemples de textes africains qui reprend ces principes constitutionnels communs. Et donc sur ces éléments-là, il me semble que là, le processus d'internationalisation est différent en Afrique. Par contre, sur un autre point, il y a une ressemblance. La ressemblance, c'est en ce qui concerne l'implication des organisations régionales. Donc en Europe, on a vu que c'est le Conseil de l'Europe, mais en Afrique, c'est l'Union africaine qui est véritablement impliquée dans ce processus d'internationalisation. Donc notamment dans l'acte constitutif de l'Union africaine, où on rappelle que les États membres de l'Union africaine doivent élaborer une constitution démocratique. Et on rappelle un certain nombre des principes de ce qu'est une constitution démocratique. Alors le point particulier, tout de même, qui ressort ici, pour l'Union africaine, c'est à la fois donc ces principes constitutionnels communs, mais quelque chose qu'on ne retrouve pas sur le continent européen, c'est la réaction en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus développé au niveau africain. C'est-à-dire qu'on admet qu'on puisse évincer un gouvernement non démocratiquement élu par un changement anticonstitutionnel, et par contre on n'admet plus, ou en tout cas on cherche à réagir en cas d'évincement d'un gouvernement démocratiquement élu. Ça ne veut pas dire qu'on arrivera à remettre ce gouvernement démocratique en place, mais en tout cas qu'il y a une réaction parce qu'il y a eu changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et j'ai trouvé une formule qui me paraît assez intéressante. On pourrait dire que l'Union africaine est passée d'un principe de non-intervention à un principe de non-indifférence en cas de coup d'État. Alors, l'internationalisation des constitutions africaines n'est pas l'exercice du pouvoir constituant par la communauté internationale. C'est l'harmonisation des textes constitutionnels avec un certain nombre de principes d'organisation des pouvoirs publics, dont on peut se demander à la fois s'ils décrivent un modèle constitutionnel universel et s'ils représentent un principe de droit international. Donc voyons maintenant les conséquences de l'internationalisation pour le constitutionnalisme africain et pour le droit international. Il s'agit ici de voir l'influence du processus d'internationalisation sur les deux disciplines, à la fois sur le droit constitutionnel et sur le droit international.
Pour le droit constitutionnel, et donc le constitutionnalisme africain, me semble-t-il, il y a au fond revalorisation de la Constitution comme fondement de l'ordre juridique d'un État et comme norme suprême, en haut de la hiérarchie, au sommet de la hiérarchie des normes. Mais il y a également revalorisation de la Constitution comme garantie de protection des droits de l'homme, notamment par le biais de la justice constitutionnelle. Il y a donc l'internationalisation maintient l'importance du constitutionnalisme, ou même permet le développement de cette importance du constitutionnalisme par le biais de la hiérarchie des normes. Et la hiérarchie des normes permet de faire la promotion du constitutionnalisme en ce qu'il prône à la fois la démocratie et le respect des droits de l'homme. Donc il me semble que l'internationalisation ne correspond pas à un changement de nature de la Constitution, ni même de l'esprit du constitutionnalisme. Bien sûr, les normes de contenu à l'intérieur des constitutions sont influencées par des normes internationales, et elles sont promues par des normes internationales, mais elles véhiculent les mêmes valeurs, les valeurs de démocratie, d'état de droit et de protection des droits de l'homme. La différence, c'est que pour le constitutionnalisme, ces valeurs-là doivent être réalisées par le biais de la Constitution. Et il me semble que l'internationalisation des constitutions n'empêche pas le fait justement que ce soit la Constitution qui permet la réalisation de ces valeurs. Parce qu'on garantit l'effectivité et la supériorité d'une norme par rapport aux autres. La question que l'on peut se poser, c'est de savoir si cela aboutit à un modèle constitutionnel universel. Il semblerait qu'il y a un certain nombre d'éléments qui apparaissent et que l'on retrouve sur tous les continents. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront, bien sûr, vous les connaissez, mais simplement en citer quelques-uns qui sont, à mon avis, fondamentaux. Bien sûr, le principe de séparation des pouvoirs, la garantie des droits fondamentaux, mais plus précisément aussi l'indépendance de la justice, l'existence d'une justice constitutionnelle qui permet à la fois de garantir la supériorité de la Constitution et de garantir le respect des droits fondamentaux, et le rôle du Parlement. Le rôle du Parlement, même s'il prend de plein fouet, comme je vous l'ai dit en introduction, l'internationalisation, il est aussi reconnu que c'est un organe très important qui doit exercer ses pouvoirs. Je vous accorde que ces éléments peuvent faire débat encore, participent à la construction d'un modèle constitutionnel universel, mais effectivement, il y a encore très souvent une distance entre la théorie et la pratique. En ce qui concerne l'influence de l'internationalisation, du processus d'internationalisation sur le droit international maintenant. La question que l'on peut se poser, c'est de savoir si la démocratie est devenue un principe de droit international, qui devrait être respecté par tous les États. Alors le point de départ de la discussion, il est assez restrictif si on peut dire, c'est le droit des élections libres. Libres et régulières, honnêtes, avec un certain nombre d'éléments précis qu'on retrouve dans les textes. C'est le point de départ, mais il faut bien rappeler que c'est considéré comme un droit individuel, c'est-à-dire que chaque individu aurait droit à un gouvernement démocratique, et non pas un peuple, donc au titre de collectivité, qui aurait droit à ce gouvernement démocratique et se constituer en État gouverné démocratiquement. Ce droit individuel à des élections libres, on le retrouve dans beaucoup de textes internationaux relatifs aux droits de l'homme, et il pourrait en découler ce qu'on appelle un principe de légitimité démocratique, dans le sens où un État ne serait reconnu que s'il est dirigé par un gouvernement démocratique choisi par le peuple, au moyen d'élections libres et régulières. Alors, quelques textes qui développent ou qui permettent d'asseoir ce principe de légitimité démocratique. Tout d'abord en Europe. C'est là que ça a commencé finalement à se développer. C'est la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, adoptée en 1990 dans le cadre de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, qui affirme donc que le gouvernement démocratique repose sur la volonté du peuple, le respect de la personne humaine et de l'état de droit. Il implique la responsabilité envers l'électorat et l'exercice impartial de la justice. Ça, c'est le socle commun pour les États membres de cette
conférence pour la sécurité et la coopération en Europe. Sur le continent américain, on peut citer la Charte démocratique interaméricaine de 2001, qui énonce que la démocratie est la forme de gouvernement commune à tous les États américains. Sur le continent africain, on peut citer la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance de 2007, entrée en vigueur en 2012, qui reprend donc ces principes constitutionnels communs. Mais on peut aussi citer le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO de 2001. Donc là, une organisation régionale à vocation plus étroite, mais qui développe aussi cette idée qu'il pourrait y avoir un principe de légitimité démocratique. Et enfin, au niveau mondial, dans le cadre de l'ONU, il faut rappeler tout de même que l'ONU apporte tout son appui au processus de démocratisation des États. Et le Conseil de sécurité rappelle très souvent qu'un processus de paix nécessite aussi un État de droit et une constitution respectée. Voilà les éléments d'un principe de légitimité démocratique. Mais n'oublions pas de dire que systématiquement, on rappelle qu'il n'y a pas une conception unique de la démocratie. Elle peut être adaptée en fonction des circonstances et des États qui sont concernés. En revanche, on insiste sur l'interdépendance entre démocratie, État de droit, respect des droits fondamentaux. Et l'Assemblée générale des Nations unies rappelle que ce sont des principes fondamentaux, universels et indissociables de l'ONU. Alors, l'existence actuelle, la vérité de ce principe de légitimité démocratique, est défendue par une partie des internationalistes, mais des internationalistes qui auraient plutôt tendance à avoir une vision idéologique du droit international, qui mettent sur la scène internationale une perception idéale du droit international. C'est ce que devrait être le droit international. Alors, 2 points pour conclure. Un point positif ou optimiste, et puis un point négatif ou pessimiste. D'un point de vue optimiste, il me semble qu'il y a véritablement prise en compte réciproque du droit constitutionnel et du droit international, qui se retrouvent finalement autour d'un objectif commun, la protection des droits de l'homme. Donc l'internationalisation du droit constitutionnel peut être comprise comme la promotion des valeurs du constitutionnalisme selon des procédés nouveaux, sans remettre en cause la Constitution comme pièce maîtresse de l'ordre juridique d'un État. D'un point de vue pessimiste, les références, aussi bien constitutionnelles qu'internationales, aux valeurs de démocratie, état de droit et respect des droits fondamentaux, semblent encore bien théoriques. En droit constitutionnel, on peut parfois estimer que ce sont de belles constitutions bien rédigées, mais qu'il y a encore un défaut dans l'application réelle de ces constitutions. En droit international, on parle de conditionnalité politique, notamment pour les aides financières, sans véritablement pouvoir déterminer si le stimulus à la démocratisation existe. Alors, je me réjouis d'entendre les réflexions et les débats de ces 2 jours ici à Dijon, pour voir si mes hypothèses peuvent être corroborées ou non. Je vous remercie.